Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touch! Jack Miller nudging him wide as well. Contact! Miller and Mir, side to side, they bash into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco. Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de C'est qui en pôle, épisode 96 que l'on va consacrer évidemment au Grand Prix de Catalogne. Et pour m'accompagner aujourd'hui, Stéphane, comment ça va ? Ça va très bien, salut à tous. Ça va ? Bah écoute, oui, ça va, il fait beau. On enregistre un petit peu tard le lundi soir, mais il y a encore du soleil, donc ça va. Et tu torse nu ? Non, j'ai pas osé. Oh là là. Il n'y a que Fabio qui ose. Ouais, bon, on en parlera en fin d'épisode de cette petite aventure, ouais, on va dire vestimentaire, entre guillemets. Et, c'était la Fashion Week. C'était la Fashion Week à Barcelone. On va parler évidemment des goodies. Donc c'est Yam qui a gagné les goodies cette semaine, évidemment avec encore Quartararo en pôle. Donc c'est, je pense que tout le monde a trouvé le bon cheval pour essayer de gagner les goodies. Et n'oubliez pas donc de jouer pour le prochain Grand Prix. Et on va parler de deux numéros 96, donc un très très vieux. Puisqu'on va commencer par lui, on va parler d'Alberto Cecotto, donc surnommé Johnny, donc qui est vénézuélien, donc qui est né de parents italiens qui étaient partis vivre au Venezuela le 25 janvier 56, donc à Caracas. C'est un des rares pilotes à avoir roulé à la fois en Grand Prix moto et aussi en Formule 1. Et on va le voir au fil de sa carrière. Donc il y a eu pas mal de blessures et de pépins mécaniques. Mais donc évidemment, il a commencé au niveau national au Venezuela en 75 et il va aux 200 miles de Daytona avec une Yamaha TZ 7,5 donc en 75. Et il fait une première ligne aux côtés de Kenny Roberts, alors que lui, c'est un parfait inconnu, un rookie complètement sorti de nulle part. Et avant de prendre le départ, à liquide fuyant de sa moto, les organisateurs le font rentrer dans les stands. Après vérification, il pourra repartir parce qu'il s'agissait uniquement du liquide de refroidissement. Alors bon dernier, il fera une remontée fantastique et doublera quand même Agostini pour la 3e place au 50e tour. Donc sa moto chauffant, il pourra pas continuer à attaquer et signera quand même un podium assez flamboyant, on va dire. Un mois plus tard, il va remporter la course à Imola avant de s'engager en championnat du monde. Et au premier Grand Prix en France, il gagne les courses 2,5 et 3,5. Avec 3 victoires de plus en 3,5, il gagne le championnat devant Agostini, donc qui était à l'époque 7 fois champion en titre, et devient le plus jeune champion du monde de la catégorie. Et en 250, il va obtenir une seconde victoire pour finir 4e. Donc en 76, avec le support usine, il remporte les 200 miles de Daytona devant son coéquipier Kenny Roberts et s'engage en championnat du monde 500, toujours en privé, avec une moto officielle Yamaha de l'année précédente, mais avec quand même du support usine. Il va terminer 2e du premier Grand Prix, derrière Barichine. Il connaîtra pourtant donc 13 chutes lors des courses suivantes et va abandonner la catégorie pour se concentrer sur le 350 où il terminera vice-champion derrière Walter Villa avec 4 podiums et 2 victoires. Donc c'est quand même une carrière courte mais assez flamboyante. Et en 77, donc il revient quand même en 500 et toujours en 3,5. Et là, il va être quand même sérieusement blessé au Grand Prix d'Autriche en 350 et avec 7 GP de ratés, donc suite à sa convalescence, il termine 4e en 500 avec 2 victoires et 9e en 350 avec 2 victoires également. Donc en 78, uniquement en 500, très irrégulier à cause de problèmes mécaniques, il fera quand même 4 podiums, 1 victoire et il sera 3e au championnat. Et en 79, il va se blesser à nouveau en se cassant la rotule, donc à nouveau en Autriche. Et il va rater la moitié de la saison. Donc, en 1980, donc Yamaha retire son support. Il roulera en tant que privé en 350 et 500. Il finira 7e en 500 et 4e en 350 avec 1 victoire.
Ouais, il va donc arrêter les Grands Prix moto à l'âge de 24 ans. Il va se tourner vers la Formule 1 avec un palmarès de 12 pole positions, 27 départs. Un des meilleurs ratios, même encore aujourd'hui. Donc, toutes catégories confondues, c'est 48 départs pour 14 victoires et 26 podiums. Donc, vice-champion du monde 82 en Formule 2. Il monte en F1 en 83, où il fera 23 courses jusqu'en 84, où il aura donc à nouveau un grave accident au Grand Prix de Grande-Bretagne, où il va se casser les deux jambes. Donc son meilleur résultat sera 6e en course. Il roulera ensuite surtout en voiture de tourisme, et il va participer 3 fois aux 24 heures du Mans, avec notamment une 8e place en 96. Donc voilà une carrière quand même assez remplie. Évidemment, avec les années 70 très, très mouvementées qu'on a connues. Mais je voulais parler aussi d'un autre pilote, cette fois-ci plus proche de nous dans le calendrier, on va dire. Je voulais parler rapidement de Louis Rossi, donc, qui a couru en 2007, entre 2007 et 2015, donc en 125 en Moto 3, puis en Moto 2, avec 115 départs. Et beaucoup se souviennent de sa victoire en 2012 en Moto 3 sur le circuit Bugatti du Mans. Donc en plus, il est natif de la ville, donc ça, c'est un clin d'œil d'autant plus rigolo. On va dire, il est également passionné d'équitation, et on peut le suivre évidemment sur Canal+, puisqu'il est consultant. Est-ce que tu y étais au Mans en 2012 ? Ah non, j'étais pas né. T'étais pas né ? Non, j'étais pas au Mans en 2012. Non. Tu y étais ? Non. Non. Non, mais j'avais suivi à la télé, c'était cool. Ouais. Par contre, pour revenir sur Cecotto, Ouais. quand je lis, à chaque fois, j'ai toujours la frustration de me dire qu'aurait donné Valentino Rossi au volant d'une Ferrari en Formule 1. Ah bah il y a Parce eu qu'à une des époque, essais, ouais. il avait fait des essais, de mémoire, les essais étaient concluants parce qu'il avait tourné dans des super chronos. Et aujourd'hui, c'est dommage que ce genre de truc, ça aille pas plus loin, quoi, en fait. Bah, c'est dommage, oui et non. Après, ça serait, tu vois, typiquement, ce qui serait intéressant, c'est de le voir sur une journée d'essai avec les autres pilotes, un petit peu comme lors d'une journée de FP, soit en début de saison ou en fin de saison. Après, le problème, c'est que autant faire un essai privé seul en piste, ouais, je pense que c'est gérable parce que t'es tout seul en piste, ou t'es juste avec le pilote qui te prête sa voiture. Mais je pense que si tu te retrouves en piste en tant que rookie, ouais, ça peut être compliqué quand même, hein, quand t'as 30, je sais plus combien ils sont en F1 24, pareil. 20. Ouais, ça peut être compliqué nombreux. quand même. Hein. Ça peut être compliqué. Ouais, après, venant de la moto, bon, enfin, les mecs sont quand même habitués à avoir des situations, on va dire, extrêmes. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, bon, tu vois, je pense qu'ils sont un peu plus kamikazes que les pilotes de Formule 1. Donc, tu vois, je me dis, ça aurait peut-être, voilà, c'est bête. Enfin, c'est pas bête, mais bon. C'est le genre de situation qu'on aurait aimé voir. Ouais. On va passer aux news. Alors, on a quand même quelques signatures en MotoGP, notamment KTM qui a commencé à dégainer avec Binder qui est prolongé jusqu'en 2024, et surtout Rémi Gardner qui sera chez Tech 3 en 2022, donc l'année prochaine, après son année en Moto 2. Je te laisse la main pour la suite. Martin et Zarco sont reconduits chez Pramac pour 2022, donc super pour Johan. Hein. J'espère que ça va lui donner des ailes. Ouais. Et Vignales se sépare encore de son chef mécano Esteban Garcia et prend l'ex-chef mécano de Valentino Rossi, Galbuzera. Pramac, du coup, prolonge l'aventure avec Ducati jusqu'en 2024. Ouais. Rins, malheureux, a chuté en vélo lors des tours de reconnaissance du circuit jeudi. Ouais, il s'est cassé. Bah, c'est surtout que ce qui est un petit peu cocasse, entre guillemets, c'est que il était en vélo. Sauf qu'il était en même temps en train d'écrire un SMS ou de textoter ou de faire un Twitter ou je sais pas quoi. Et il a pas vu le camion de la Dorna qui était en train de placer des pancartes en bord de piste. Il se l'est tapé et il s'est pété le bras. Donc, voilà, dommage. Il s'est excusé platement après envers son équipe, mais le mal est fait. Alors oui, tu peux t'excuser. Hein, je pense que c'est un peu le minimum. Mais là, faut arrêter comment dire, l'élevage de chats noirs là. Quand il va reprendre la piste et s'il retombe, est-ce que cette chute-là va compter ? Ah non. Je crois pas qu'elle compte celle-là. Oh merde. Et après, sinon, c'était sympa parce que on a pu voir enfin du public. Et là, Barcelone, on a vu que c'était quand même les pilotes français. Il y avait beaucoup de supporters français. On voyait quand même les pilotes français
avant de faire le retour, saluer la foule, donc c'est sympa. Je trouve, voilà, ça fait de bonnes images et on se dit, bon, est-ce qu'on va pouvoir retourner sur les circuits pour aller voir les courses de moto, de voitures? On le souhaite. En fait, souhaite. il y avait un des membres du Discord, donc Temium, qui était sur place, qui nous a envoyé quelques photos et c'est super sympa parce que ça fait plaisir de voir que ça roule devant du public, même si c'est pas jauge pleine. Je pense que c'est toujours agréable de rouler devant du public. Et puis, pour ceux qui, comme tu l'as dit, ceux qui sont dans le sud de la France, Barcelone, c'est pas si loin. Hein, donc, non, c'est 3 heures de Toulouse. Donc, ouais. Tu vois, tous les gens qui sont par là, c'est rapide. Hein. Ouais. Et puis, ça a plus vite fait d'aller là qu'à d'aller au Mont, je pense. Ah, ça, c'est sûr. Puis, t'es sûr d'avoir un peu plus de soleil. Ouais, pas de commentaires. Pas de commentaires. On va commencer rapidement avec le Moto E. Donc, Granado sera le plus rapide devant Torres et Egerter. Ponce 4e, Tulovic 5 et Zaccone 6. Coranta Perolari partira 13e. En course, on a Granado qui va partir des stands parce qu'il a eu un problème technique sur sa moto et Cardelus qui va chuter dans le premier tour. C'est Egerter qui est le mieux parti. On a Zaccone qui prend les commandes et Iwema va chuter. On a une grosse utilisation de l'aspiration pour Egerter et Torres qui vont passer en tête de course. On a Mantovani qui va chuter à mi-course et c'est Ponce, donc Michael Ponce qui est très pressant et qui va prendre à son tour les commandes. On a Granado qui remontait fort, donc bien qu'il soit parti des stands mais qui va chuter. On a Ponce qui s'impose donc devant Egerter et Torres Perolari, le français, est 10e. Et au classement général, on a Zaccone en tête avec 54 points, Egerter tout juste un petit point derrière avec 53 et Torres pas loin avec 43. Perolari 12e avec 13 points. Donc une petite course que je tends à qualifier de sympathique, même si c'était en clôture de journée MotoGP. C'est toujours sympa, c'est des courses rapides. Ça casse pas 3 pattes à un canard. Mais là, il y a eu beaucoup de chutes. Ça casse pas les oreilles non plus. Ça casse pas les oreilles, mais il y a eu beaucoup de chutes quand même. Et ça commence à dépasser sévère. Je te passe la main pour parler du Moto 3 ? Allez, c'est parti pour le Moto 3. Sorte de Q1, McPhee, Artigas, Mazia et Rossi. Gabriel Rodrigo fera la pole en Q2, suivi par Alcoba et Antonelli. Le petit Felon, quant à lui, partira 24e. Alors, le poleman réalise le all shot, mais au jeu des aspirations, il se retrouve rapidement 5e au terme du premier tour. Et c'est McPhee qui va un temps pointer en tête, mais à 12 tours du drapeau à damier, il va faire un strike. Il va chuter et emporter avec lui Mignot et le pauvre Suzuki. Comme souvent en Moto 3, on va assister à une belle course avec plein de pilotes qui vont se doubler, se redoubler, être à 10 de front. Et au terme d'une fin haletante, c'est Sergio Garcia qui va s'imposer d'un cheveu devant Alcoba et Honshu. Lorenzo Felon finira 16e. Au championnat, Acosta 120 points, Garcia 80 points et Mazia 72 points. Et Felon n'a toujours pas inscrit de points. Ouais, là il était pas loin. Bon, c'est une course où il y a eu beaucoup de chutes. Bon, il a pas chuté et il prend une 16e place, donc à la porte des points. Ce qui est important, c'est effectivement évidemment de pas chuter. Ouais, c'est pas loin, quoi. Ils étaient quand même un peu déchaînés, les pilotes. Alors oui, ça c'est un point où je voulais qu'on s'attarde un petit peu. Moi j'avais noté la bagarre, oui, mais il y a des limites, notamment à l'approche du T1, donc dans le dernier tour. Donc quand ils attaquent tous, ils sont déjà assez nombreux de front. Je pense ils doivent être 6 ou 7 arrivés de front. Et il y en a un qui est en milieu de piste et qui zigzague, mais comme un porc. Et je trouve que à un moment donné, il va falloir fixer des limites parce que autant arriver de front, c'est normal parce que tout le monde veut se placer pour prendre la corde ou pour bien passer son virage, mais zigzaguer comme il l'a fait, à mon avis, c'est dangereux parce que si les 7 font ça devant, alors là, et c'est justement ça le problème des conduites irresponsables, c'est que si tout le monde fait ça, ça va foutre le bazar en piste et c'est ce qui pour moi définit une conduite irresponsable. C'est si tu te rends compte que si tous les pilotes se comportent de la même manière, ça va être le bazar. Je trouve qu'ils se comportent de plus en plus comme ça en Moto 3. Même tu vois, les gens ils se retournent, je veux plus prendre l'aspiration, je te mets devant, je te mets un coup d'épaule et je te repasse. Enfin, c'était
Presque je tombe dans l'herbe. Ouais, il y a eu des c'est un peu passages. limite. Ouais, il y a eu des passages dans l'herbe. Alors, il y en avait eu aussi au Mugello, justement, pour essayer de choper la partie droite de la piste juste après la ligne. On en reparlera de toute façon après sur les décisions de direction de piste, de direction de course. Mais je trouve que là, clairement, il y avait quelque chose à faire. Parce que on n'est plus dans de la bagarre, quoi. On est dans de l'irresponsabilité, quoi. Ce qui définit l'irresponsabilité en piste, c'est ça, quoi. C'est quand tu te crois tout seul. Et bah malheureusement, ils sont pas tout seuls, quoi. Et ça devient compliqué. Et quand t'as du mal à gérer un peloton de 30 pilotes, surtout que là, ils sont quand même le premier paquet, il fait 11 pilotes, hein, donc c'est commencé à être pas mal. C'était une dizaine dans le paquet, et chacun pouvait prétendre à la victoire, et tu te rends compte quand même, les mecs, c'est un peu tabailleurs sur le coup. Ah bah ouais. Bah, le 10e, il a 1 seconde. Hein. Après, donc il y a Mazia qui a... Ça permet d'embrayer sur le prochain point. Il y a Mazia qui a pris une place de pénalité parce qu'il avait mordu dans le verre. Donc c'est Honshu qui va faire son premier podium en Moto 3 et qui était super content pour l'équipe Tech 3. Donc c'est vraiment cool pour ça. Mais moi je commence à trouver ma limite, quoi. Puis la chute de McPhee, encore une fois. C'est ça devient compliqué. Enfin déjà ça devient compliqué pour lui parce que il arrive plus à finir beaucoup de courses et puis il emmène 2 copains encore au bac. Donc McPhee c'est sa 4e chute en 7 courses. Donc ça commence à être compliqué, quoi. Il y a un peu le ratio à la Rins, hein. Ouais, je pense que pour vendre des pièces, c'est bon client. On va passer au Moto 2. Donc en Q1, c'est Navarro, Di Gianantonio, Chantra et Boulega donc, qui vont passer en Q2. On a Garner en pole devant son coéquipier Raúl Fernandez et Vieré 3e. Bezeki 4, Augusto Fernandez 5 et Ben Snyder 6. En course, Garner part bien de la pole. Love the Sloop un petit peu, il était 7e sur la grille et se retrouve un petit peu hors du top 10. On a Canet qui va chuter assez tôt et Loves qui remonte petit à petit, il est 9e. On a Fernandez qui va prendre la tête à une grosse dizaine de tours de l'arrivée. Ben Snyder, Vieré et Bezeki sont à une grosse seconde, les deux Ayo. Vieré va passer Ben Snyder à 7 tours de l'arrivée. Bezeki le passe également peu de temps après pour la 4e place. Fernandez va mener quelques tours devant son coéquipier Gardner qui va reprendre la tête à 3 tours de l'arrivée et qui va se détacher mine de rien assez facilement. Alors Ogura va chuter à son tour, suivi de près par Garzo et Di Gianantonio. Au T1, on a Gardner qui s'impose devant Raúl Fernandez et Vieré. Bezeki 4, Augusto Fernandez 5 et Ben Snyder 6. Au championnat, on a Gardner en tête avec 139 points devant son coéquipier Raúl Fernandez 128 et derrière le petit trou avec Marco Bezeki à 101 points. Et après Sam Loves avec 75. Non, la course était chiante comme d'hab. C'était voilà. Enfin c'est les deux. Rien à dire, quoi, en fait, c'était chiant. Oui, les deux Ayo partent devant, ils dominent toute la course. C'est un petit peu toujours la même physionomie, c'est-à-dire Fernandez, il a mené quelques tours, histoire d'eux, et puis après il a baissé un peu de rythme, Gardner passe, donc voilà. Après c'est réglé. C'est marrant d'avoir des courses chiantes quand t'as des motos qui sont à peu près semblables, en fait. C'est ça, c'est parce que sont les monoséries comme la Moto 3 où ils ont tous à peu près les mêmes bécanes. Souvent c'est des trucs super intéressants parce que ça se bagarre et tu dis qu'en Moto 2 pourquoi ça se bagarre plus? Bah ouais, mais ça c'est comme ça, hein. C'est compliqué, bof. C'est un peu chiant, mais bon, c'est comme ça. On va s'attarder un petit peu plus sur le MotoGP, je pense. Du coup, on passe au MotoGP alors. Allez, la Q1, Miller et Paul Espargaro sont repêchés pour la Q2. Pole position pour Fabio Quartararo lors de la Q2, sa 5e d'affilée, record pour un Français en catégorie N si je dis pas de bêtises. Il est suivi de Jack Miller et de Johan Zarco qui va s'élancer de la 3e place. Alors la course, malgré le bon départ de Fabio, c'est Miller qui va réaliser le shot. Au 2e virage, le Français va faire enfermer par la KTM de Miguel Oliveira, il va se retrouver 3e, suivi de près par l'autre Français, Zarco. Le pilote KTM va rapidement se défaire de Miller pour se retrouver en tête du Grand Prix.
Derrière le pilote KTM, on va voir 8 pilotes qui vont se tenir dans un mouchoir de poche dans l'ordre suivant: Mir, Quartararo, Aleix Espargaro, et non pas Paul qui va chuter peu de temps après, Joan Zarco et Viñales. Ce peloton va rapidement éclater avec les chutes d'Aleix Espargaro et de Marc Marquez, encore me direz-vous. Et on va assister après une série de dépassements, et Joan Zarco, quant à lui, va réaliser une super belle fin de course parce qu'il va réussir à se placer dans la roue de Miguel Oliveira pour finir à 2e place, mais il ne va jamais pouvoir doubler le pilote KTM qui va gagner là le Grand Prix d'Espagne. Alors, la 3e place va se jouer, j'ai envie de dire, sur tapis vert entre Jack Miller et Fabio Quartararo. Pourquoi ce tapis vert? Parce que Fabio va se louper dans un virage. Et alors, apparemment, il a perdu moins d'une seconde. Ouais. Donc, les officiels lui ont imposé une pénalité de 3 secondes, donc ce qui le classe 4e. Ouais. Puisque Miller, en fait, finit dans les roues de Fabio Quartararo, qui est réellement 3e. Mais autre mésaventure pour le pilote français, c'est qu'à 3 tours de la fin de la course, sa combinaison va s'ouvrir, il va perdre son plastron qui protège sa poitrine, et donc il va finir torse nu, tel un grimpeur du Tour de France qui arrive en haut du Tourmalet. Et finalement, il va être redéclassé quelques heures après. Il va perdre en fait 2 places puisqu'il va avoir 3 secondes de pénalité supplémentaire. Et donc au final, il va finir 6e. Au général, il reste toujours leader avec 115 points devant Joan Zarco, lui qui compte 14 points de retard sur son compatriote. Et Jack Miller est quant à lui 3e avec 25 points de retard sur Fabio Quartararo. Quelle belle course! Quelle belle course! Déjà, ouais, la course Quelle était belle chouette. Non, la course était belle. Beaucoup de dépassements. Oliveira très très présent. Moi, j'aurais dit quand même là, à chaud, j'aurais dit le coupage de virage. Je trouve que ça, c'est pas fair play parce que du coup, je pense pas que les 3 secondes soient méritées. Parce qu'il a quand même, je pense, perdu plus de temps quand il se loupe dans le virage plutôt qu'autre chose. Alors ouais, enfin, c'est pas comme les pilotes qui roulent dans l'herbe et qui grattent un peu dans le virage. Le mec il se foire quoi. Ben voilà, il s'est foiré. Ouais, sauf que alors là pour le coup, il y a une règle qui est assez qui est assez stricte dans le sens où s'ils perdent plus d'une seconde dans le secteur par rapport à leur temps habituel, on va dire par rapport à leur rythme de course, il y a pas de sanction. Par contre, s'ils perdent moins d'une seconde, il y a une sanction. Et là, a priori, il a perdu que 7 dixièmes sur le secteur, donc ils lui ont collé 3 secondes de plus. Ouais, alors comme il disait, il dit ouais, mais moi j'ai pas dans ma tête savoir si ça fait 7 dixièmes ou une seconde, et j'ai pas de chronomètre. Et puis de toute façon, le team n'a pas le temps de prévenir si jamais, c'est pas possible d'anticiper. Bon après, je trouve ça un peu, c'est la règle, mais je la trouve un peu sévère, surtout dans ce cas-là où le pilote il coupe un virage quoi, il se loupe. Et en plus, il perd du temps sur Zarco. Donc, Bah oui, il est en bagarre pour la 2e place et finalement, il se retrouve en bagarre avec Miller. Ouais, bah oui. Donc, tu vois, après, tu peux aussi adapter des fois un peu en fonction des circonstances. Mais bon, après. Alors, si on adapte les règles, tu me diras. Le problème, et là, on va arriver sur le 2e point, c'est que si tu commences à adapter des règles, là, tu vas pas t'en sortir, quoi. Ouais, je sais. Parce que déjà, quand il y en a qui sont clairs, ils arrivent pas à les appliquer. Alors, si en plus tu dis, ouais, mais des fois on adapte, on va pas s'en sortir. Parce que, putain, les gars, on en a parlé rapidement en Moto 3. Hein. Déjà, c'est le Dawa et ils font rien. Là, on va être... déjà, t'en as pas parlé en Q1, sur la Q1. Mais ce qui s'est passé en Q1, et là, à la fois, c'est rigolo, hein, parce que quand Miller sort pour faire sa Q1, direct, Marquez embraye. Ouais. Il a pris la route de la Ducati. Non, mais surtout, je sais pas si t'as vu la petite vidéo, Miller se met à côté et il lui fait, il lui frotte un peu les doigts comme ça, d'un air de dire, si tu veux la roue, faut payer, quoi. Ouais. Et Marquez, il lui a répondu en faisant pareil. Si c'est comme ça tous les week-ends, je pense que c'est pas la peine c'est plus la peine de faire des cures. On dit tout de suite, celui qui a le meilleur temps, enfin qui est 11e temps et qui est premier en Q1,
et on fait un tirage au sort, parce que là c'est exactement ce qui s'est passé, parce que donc Marquez a embrayé le pas derrière Miller, et évidemment qui c'est qui a suivi le bon exemple, c'est Popol. Il a fini la Q1 au cul de Marquez. Donc Miller a sauvé son temps dans le sens où il reste en tête, mais Marquez est pas loin, et il se fait sauter par son coéquipier, il se fait sauter par Pol Espargaro. Donc là, j'ai tendance à dire, t'as voulu jouer, c'est Marquez qui a perdu. Donc il y a entre guillemets une justice sportive, mais ça va pas toujours se passer comme ça. Hein. Et si non, mais cette règle, c'est chiant, parce que je suis d'accord. Chaque week-end maintenant de qualif, on a toujours et lui m'a sucé la rouille, l'autre Marquez après qui arrête pas de dire oui, mais bon, quand c'était moi, les gars, tout le monde voulait me suivre parce que je déchirais tout, peut-être. Mais là, je suis d'accord, là, ça veut plus rien dire. Tout le monde en fait fait foirer les qualifs des autres. Du moment dans ces qualifs, ils ont qu'à dire, on fait un tirage au sort, toi tu t'élances. 2 secondes après, hop, c'est toi qui pars. 4 secondes après, c'est toi, et les mecs, ils ont juste 2-3 secondes d'écart, et c'est interdit de se rapprocher. Non, tu peux pas. Ou alors, faut laisser plus d'écart. Ah oui, faut laisser, tu laisses 15 ou 20 secondes, ouais. Mais c'est le principe de la Formule 1, ils avaient fait un truc super, c'est que, chacun partait sur un tour lancé. Ouais, moi, je suis voilà, d'accord. Chacun faisait un tour tout seul sur la piste, et bon, quand il faisait son tour d'accélération, l'autre, il repartait, t'avais une qualif qui durait 1 heure, et sur un tour, c'était le meilleur, et ils ont qu'à faire ça. Et là, il y aura plus de lui, il a aspiré, lui, il a pas aspiré, tu me payes, avant, c'était moi qui le faisais, ça posait pas de problème. Enfin, mais je suis d'accord, là, on perd tout l'esprit du sport et d'une séance de qualif. Une séance de qualif, elle est là pour faire une grille, et elle est là pour classer les plus rapides sur un tour. Et là, ce qui se passe, c'est de la loterie entre celui qui est rapide et qui se fait suivre par d'autres. Alors, la semaine dernière, on avait Viñales qui a emmené Marquez. Viñales l'a mal pris. Là, Miller, il a fait un petit peu le show avant la séance. Et c'est Marquez qui se retrouve sur le côté. Mais le prochain coup, on va en avoir combien derrière le leader? Si c'est, je sais pas, Bagnaia ou Zarco, parce que ça peut arriver, ou Quartararo qui se retrouve en Q1, on va en avoir 8 derrière, et ça sera l'aspi au dernier tour. C'est n'importe quoi. Surtout que l'on voit que les aspis, c'était quand même hyper important à Barcelone avec cette grande ligne droite. Ouais. Donc tu pouvais vraiment gagner des grosses dixièmes. Ils ont qu'à faire différemment, ils ont qu'à faire partir les gens un par un, puis il n'y aura plus tout ça. Après c'est chiant. Enfin, moi c'est aussi un petit peu pour ça que je me détache des séances de qualif, parce que si c'est pour voir ça, franchement c'est casse-couille, quoi. On perd tout l'intérêt du sport. Après que Honda, ça permet d'embrayer sur le week-end catastrophique de Honda, ça excuse pas, hein. C'est-à-dire que tu sois en difficulté sportive, ça t'excuse pas à t'accrocher à tous ceux qui peuvent te tracter en Q1 ou en Q2. Hein. Pour ma part, je trouve que c'est encore plus petit, parce que regarde, Marc Marquez, c'est le champion du monde, c'est l'homme le plus fort sur la moto, tout ce que tu veux. Et là, en fait, il est obligé de se raccrocher à ça pour essayer de revenir. Je trouve ça pourri, en fait. Bah oui. Enfin. Et après, dans sa com, il dit oui, mais moi, on me faisait ça. Non, c'est pas on me faisait. Non, c'est. T'es le meilleur, t'es censé être encore le meilleur. Montre-le, quoi. Ouais, mais. Alors là, t'as des difficultés parce que ta moto, tu l'as pas développée depuis 1 an. Honda, ils sont la ramasse, t'as mal au bras. Ok, mais tu gagnes pas. Tu gagnes pas comment ça s'appelle? Tu brilles pas en faisant ça. Tu perds justement de ton aura. C'est-à-dire que il a tellement de détracteurs en plus que du coup, il va être encore moins aimé. Si tu veux, détracteur ou pas, c'est une chose, mais enfin moi je trouve que là on n'est plus dans le sport, quoi. On est dans la loterie, et à ce compte-là, parce que là j'ai repris les écarts, hein, donc Miller sort de la Q1 avec une 39,153, Espargaro il est à 17 millième et Marquez il est à 28 millième. Donc franchement, on est à l'épaisseur du trait, quoi. Et c'est la roue qui est un peu plus large sur un vibreur, en fait. Bah oui. Enfin, entre les trois, c'est le D, quoi. Et si Miller se fait sauter, le mec, il a emmené tout le monde. Enfin, il a emmené les 2 HRC sur toute la séance, quoi. Et c'est relou, parce que là, vu que les HRC commencent à faire ça, qu'est-ce qu'empêcherait les LCR de faire ça? Après, on va avoir les Tech 3 qui vont s'y mettre. Enfin, c'est bon, quoi. Faut arrêter les conneries. Enfin, moi, je regarde pas les qualifs pour ça, quoi. Faut trouver une solution. Et des solutions, comme tu dis, il y en a, hein. Puis il y a plein de formats à tester, hein. Il y a plein de formats à tester, puis après au moment, les mecs, si vous comprenez pas, vous partez dernier. Mais là, tu vas voir qu'ils vont pas faire ça 2 fois.
Bah ouais, mais c'est compliqué. Parce que partir des stands, c'est quand même moins cool que partir 15e, quoi. Ouais, mais si tu veux, c'est compliqué de dire, bah voilà, tu vas partir des stands parce que t'as sucé la roue, parce que c'est pas dans les règlements. Donc là, effectivement, tout le monde est dans le règlement. Mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir que justement celui qui sert de lièvre là, bah il les emmène et puis il les laisse dans l'échappatoire et puis démerdez-vous les gars. Il tire, soit tu vois, il tire sur un long lap ou je sais pas quoi, ou dernier virage, un petit peu ce qu'a fait Vignales quoi. Mais le problème c'est que Vignales en faisant ça, il nique sa session aussi. Ouais, parce que lui, il a mal géré sa colère. Exactement. Enfin, oui. Après, quand t'es pilote professionnel, enfin, tu sais que ça arrive tout le temps. C'est pas que d'aujourd'hui non plus. C'est déjà arrivé les années d'avant. Enfin, c'est souvent. Ouais. T'as le mec, il est pro, il est en moto depuis qu'il a quoi, 4-5 ans. Des coups foireux, il en a déjà eu. Ouais, il en a déjà mis. Vraiment, il en a déjà mis aussi. Donc vraiment, tu rebaisses la visière, tu laisses passer, tu souffles un coup et tu repars. Ouais, après, il y a de la frustration. Être aussi un peu plus malin que les autres. Ouais, bien sûr. Après, de la frustration, pourquoi? Parce qu'il arrive pas non plus. Alors bon, c'est plutôt ça aussi qui fait ressortir. Après, c'est ce qu'il a dit, hein. C'est ce qu'il avait dit la semaine d'avant. On va pas refaire l'épisode, mais oui. Et puis là, il était en Q2, donc il était tranquille. Mais là. Mais bon, je trouve ça quand même petit de la part des Honda et encore plus de Marquez. Ouais. Je veux dire, les mecs, putain, accrochez-vous à autre chose que ça, quoi. Bah, s'accroche à ce qu'on peut, hein. Et puis là, malheureusement, du coup, je sais pas si on enchaîne. Ah, vas-y, Honda, enchaîne. Pour Marquez, et il a du mal, il arrive plus. Enfin, encore une chute. Bah ouais. Bah ça surroule. Il était tellement métronomique. La seule chute en 2018, c'était aux États-Unis. Je sais pas si vous vous souvenez. On était tous dire, oh putain, il a chuté, on sait pas pourquoi. Et c'était tellement rare que là, en fait, maintenant, c'est tellement plus rare qu'il chute à toutes les courses. Ouais. Ouais, beaucoup de chutes, hein. Puis. Alors, il veut trop en faire, il veut trop attaquer, la moto est pas là, peut-être le physique non plus. Et voilà. Encore Marquez au tapis. Paul Espargaro au tapis, donc Honda, je pense que bon, on peut commencer à faire gloops. Surtout Marquez, il est signé jusqu'en 2024, ouais, c'est ça? Ouais. Bah là, faire gloops, c'est surtout que là, t'arrives dans un moment où, à une époque, on avait beaucoup, à l'époque, on va dire, ouais, il y a 2-3 ans, Yamaha était en difficulté. On considérait qu'Yamaha était en difficulté technique sur le développement de sa moto. Je pense, quand il y avait notamment eu les responsables techniques qui étaient venus en conférence de presse expliquer que ils s'excusaient auprès des pilotes parce qu'ils s'excusaient auprès des pilotes. C'est ça. Là, on est passé, mais on est passé, mais 4 fois au-dessus en termes de performance, en termes de manque de performance d'équipe, quoi. Mais après, alors, on le saura jamais, mais quelle est la part du physique Marquez versus la moto qui manque de développement, en fait? Si tu veux, ça explique le côté Marquez, mais t'as quand même 3 autres pilotes qui sont censés faire quelque chose, et c'est pas c'est quand même Honda qui les a choisis, qui les paye pour rouler. Après, l'argent ne fait pas tout, hein, je suis d'accord. Mais après, Honda a quand même peut-être repris à son propre jeu, c'est-à-dire qu'ils ont tout le temps développé une moto que pour Marquez. On se rend compte que Marquez, il a chuté, il s'est blessé plutôt. Ouais. Du coup, il a pas pu développer la moto. Et finalement, Paul Espargaro se retrouve avec une boost de l'année dernière à moitié développée. Finalement, la moto, elle est pas à sa main. Ouais. Et, encore une fois, ils auraient eu une moto un peu plus standard, peut-être comme Yamaha. Tu vois, ça serait peut-être pas arrivé. Peut-être que Paul Espargaro, peut-être il ferait des meilleurs résultats. Peut-être qu'il galérerait un peu moins, je sais pas, mais tu vois, faire une moto développée que pour une personne, le jour où cette personne n'est pas là, tu vas galérer pendant 1-2 ans pour rattraper le retard. Ça, c'est une erreur dont on parle depuis plusieurs années, quoi. Oui, mais là, en fait, on en parle, mais maintenant, on prouve par A plus B que c'est une catastrophe. Stratégie pour. Bien sûr. Enfin là, Paul Espargaro, 29 points. Enfin, c'est toujours mieux que ce qu'avait fait Lorenzo quand il a fait son année chez Honda. Mais Nakagami 31, ils sont 11e, 12e au général. C'est très très compliqué. Alex Marquez 14e. Enfin là, t'as un tir groupé des Honda qui est effrayant, quoi. Ils sont sur la bonne voie pour perdre leur concession. Donc ce qui est plutôt bien pour eux, du coup, parce qu'ils vont pouvoir faire plus de tests. Ouais, mais enfin bon, le déshonneur, quoi.
Ah ouais, Putain. mais bon, KTM en tout cas, ils étaient pas concessions, bah ça leur a fait du bien parce que et après ils ont gagné plein de courses. Ah oui, bah parce qu'ils ont redéveloppé, ils ont fait ce qu'il fallait pour. Et après, moi, ce qui m'intéresse le plus sur KTM, et justement, ça fait une jolie transition, ouais, c'est quand même ce qu'on a vu depuis le Mugello, quoi. C'est Binder, il est pas trop mal. Oliveira, là, il fait podium la semaine dernière, et là, il fait une très très belle course. Tout en maîtrise, la moto a priori tourne bien. Fallait pas qu'il y ait un tour de plus. Ah bah ouais, mais bon, c'est comme ça. Hein. Mais c'est la course, je suis d'accord. Fallait que Zarco démarre peut-être un tour plus tôt, peut-être que la première était pas loin. Mais ouais, je suis d'accord. Oliveira. Il lance mal Zarco en tout cas. Ouais. Mais Oliveira, oui, il était belle course. Ouais, Oliveira fait 2 belles courses. Enfin, il enchaîne 2 belles courses. Faut que ça continue dans ce sens-là. Après, moi, je trouve que le redressement de KTM, je le voyais mal barré. Et effectivement, tu vois que ça bosse, quoi. Pedrosa était là. Et ça fait plaisir de le voir parce que, putain, il vieillit, il a pas l'air de vieillir. Ce petit gars, c'est impressionnant, quoi. Ils vont avoir des sacrés clients l'année prochaine avec ce qu'ils font monter déjà, avec Gardner. S'il prépare bien sa transition de catégorie, ça peut être aussi, à mon avis, ça peut être intéressant. Et puis, puis voilà, quoi. Déjà, faut filer les nouveaux cadres à Petrucci et Lecuona pour voir ce que ça peut donner. Si c'est aussi, j'aurais tendance à dire, flexible que ça. Parce que voilà, quoi, c'est bien d'avoir une moto si t'en as 4 qui sont bonnes et que les 4 pilotes progressent avec les nouveaux châssis, c'est intéressant. Ça peut être intéressant. Bah, tu vois Ducati. Hein. Ah bah oui, ça, oui. Ils ont 2 bons teams, 4 bonnes motos, ils sont première place à chaque fois. Eh oui. Tu veux parler de Ducati ? Vas-y. Non, je trouve que, alors juste pour finir sur Zarco, c'est dommage que il se foire un peu au départ encore parce qu'il est un peu englué dans la 5, 6, 7e place. S'il aurait été un peu plus proche des hommes de tête, il aurait peut-être fini devant Oliveira. Ouais. Donc ça c'est dommage parce qu'on l'attend cette victoire de Joan Zarco. Je pense que lui aussi doit l'attendre encore plus que nous. Ah ouais. Mais c'est vrai qu'on aimerait le voir gagner parce que mine de rien, je trouve qu'il fait une saison un peu à l'avenir, c'est-à-dire qu'il est toujours placé, il est toujours là, il fait de belles courses. Ouais. Et il est second, pas très loin de Quartararo. Il est dans la trace. Je reviens à ce que j'ai dit la semaine dernière sur Zarco. Hein. C'est pour moi, c'est une nouvelle fois cette semaine une course parfaite dans le sens où il foire un petit peu son départ, peut-être, mais il faut quand même aligner les tours, faut quand même dépasser les gars et faut tenir. Et c'est vrai que sur la fin de course, il remonte très très fort sur Oliveira. Sur tout le monde. Ouais, sur tout le monde. Il a un très très gros rythme, en fin de course. Il fait 2, c'est encore un très très bon résultat pour lui. Moi j'attends le salto maintenant, il y a que ça. Hein. J'attends le backflip. Le backflip. Bon, après c'est intéressant parce qu'en conférence de presse justement, il fait pas de fixette sur cette victoire qui tarde à venir. Je sais pas si il tarde à venir, mais quand tu commences à ramener des trophées quasiment tous les week-ends comme il est en train de faire cette saison, alors effectivement une victoire ça serait beau, mais là tu commences franchement à accumuler quelque chose de plus qu'intéressant, quoi. Il est quand même sur 101 points en cette course. 101 points. C'est quand même un total qui est quand même très très intéressant. C'est-à-dire qu'il est quasiment, il est entre 14 et 15 points par course, ce qui te place quasiment sur le podium à chaque course, quasiment 3e sur chaque course. C'est beau. C'est beau. Non, il fait des super courses. De toute façon. Et puis, tu parlais du groupe Eto Ducati, c'est ça qui est intéressant. Comme tu dis, c'est Zarco est en tête du triplé avec Miller et Bagnaia, mais ils sont pas loin derrière, quoi. Miller est juste à 11 points derrière. Il a fait 2 très belles courses avec 2 victoires. Les autres résultats, je dirais pas que c'était irrégulier parce que ça peut arriver, mais là encore, il fait podium. Je trouve que c'est intéressant. Et puis Bagnaia est pas très loin, quoi. Donc il y a un beau triplé, hein. Il y a un très très beau triplé chez Ducati. Hein. Et je trouve que finalement même Zarco il a raison de rester encore chez Pramac parce qu'il bénéficie d'une super moto.
mais je pense dans un environnement un peu plus décontracté que s'il était chez les officiels, et c'est peut-être ça aussi qui doit le libérer. Parce que je pense que quand t'es vraiment tout en rouge, je pense que t'as pas la même pression, t'as pas les mêmes enjeux que chez Pramac, et t'es peut-être un peu moins dans la lumière de la Ducati officielle, donc je pense que ça peut aussi lui enlever un certain poids. Après, là où ils sont intelligents, c'est que ils ont certainement dû en discuter entre eux, et enfin, tu vois, Zarco, à partir du moment où tu lui files du beau matos et que tu lui fais confiance, le gars, il a des très bons résultats, qu'il soit officiel. Enfin, pour moi, ouais, il est peut-être pas en rouge, mais enfin, il est, à mon avis, écouté dans ses feedbacks. Il a une équipe qui travaille très très bien autour de lui. Sinon, il serait pas aussi régulier et il serait pas aussi performant. Et pour moi, c'est qu'il soit chez Pramac ou chez Ducati officiel, pour moi, c'est que c'est bonnet blanc, blanc bonnet, quoi. Tu vois, ce qui n'était pas le cas. Après, t'as quand même des pilotes qui veulent, tu vois, le Graal, c'est d'aller dans l'écurie privée, chez Ducati, chez Yamaha. Ouais, mais Zarco, tu vois, il a connu cet échec quand il était officiel KTM, et je pense que ça l'aide beaucoup dans cette période où si t'es performant avec la Pramac et que de toute façon on t'écoute pour les avancées globales de la moto, enfin t'as pas à t'en faire, quoi. Je pense que t'as pas à t'en faire. Et puis les trois, ils sont bien. Sûr. Hein. On va même Martin avant qu'il se blesse, il a fait une belle course au Qatar. Donc Martin, faut qu'il se remette dans le bain, faut qu'il se soigne bien en intersaison et puis qu'il revienne sur une deuxième partie de saison aussi prometteuse que ce qu'il avait fait. Pour marquer des points, pour marquer les esprits, et c'est bien qu'il l'ait prolongé, ça va le rassurer aussi. Et puis voilà. Après, c'est tu vois, moi je trouve que c'est comme ce que fait Quartararo chez les officiels Yamaha. C'est des belles histoires qui commencent, je trouve. Pour un petit peu tout le monde, quoi. C'est clair que je trouve que ça rajeunit l'image de Yamaha déjà d'avoir Quartararo. Ouais. Ça fait dynamique, le mec il gagne, il est là, enfin il a du panache, enfin je veux dire, c'est pas méchant, mais on balaye un peu les vieux Rossi. Alors tu te demandes maintenant ce que fait Vignales. Enfin, chaque fois on dit la même chose, mais maintenant on se demande même ce que fait Vignales chez Yamaha. Ouais. Quand tu vois toute cette jeunesse, tu vois, que le mec il amène un nouvel élan, tu dis il faudrait que, je sais pas, à la limite qu'un Morbidelli ou quelqu'un, tu vois, un peu plus jeune, un peu plus pushy. Je trouve que il réussit à d'une part s'intégrer dans la team officielle et à être performant. Donc oui, effectivement, ça rajeunit l'image et ça amène de la performance et de la régularité. C'est surtout ce qui manquait, quoi. C'est-à-dire que l'année dernière, tu vois, il y avait, mine de rien, ils ont gagné beaucoup de courses avec cette moto, mais c'est 3 pilotes différents qui gagnent. Et là, Quartararo, il a gagné beaucoup de courses et il est en tête du championnat du monde, il est régulier dans les sessions, on le voit souvent devant. Donc c'est ce qui manquait un petit peu, parce que ce qui pose problème, c'est les performances en dents de scie, c'est-à-dire que tu sais pas vraiment ce qui a merdé, si c'est le pilote ou si c'est la moto, si on n'a pas su écouter son feedback, etc., etc. À partir du moment où tu as un pilote qui réussit à t'amener de la performance régulièrement, ça rassure énormément les équipes, quoi. Enfin, moi, je le vois comme ça. Ça prouve que t'as pas fait une mauvaise moto. Voilà, c'est ça. Ramené, qui est dans les 4 premiers. C'est ça. La dernière, alors, un coup c'était premier, un coup c'était dernier, un coup c'était 10e, il était premier, il était 8e. Ouais. Une course, tu mettais tout le monde à l'avant, de la course d'après, sur le même circuit, t'as 3 degrés de différence sur la température de piste, puis t'es 15e, quoi. Enfin, là, t'es complètement paumé, quoi. Tu sais pas quoi faire. Non, mais bon, après, on va être obligé de parler quand même de... Alors, ouais, on reparle de Quartararo. Ouais. Alors, moi j'ai quand même un avis. Alors, moi je pense que par rapport à l'ouverture de sa combinaison, ils auraient dû arrêter de suite le pilote. Parce que je trouve que c'est dangereux, alors. Surtout pour lui. Parce que si je chute à 300 km/h, si t'es torse nu, bon, je pense qu'il va le sentir quand même. Et après, moi ce qui me déplaît, c'est quand t'entends des mecs comme Mir qui disent ouais, mais on aurait dû l'arrêter parce que c'est dangereux, parce qu'il a perdu sa protection. Enfin, je veux dire, et sur chaque course, il y a des gens qui perdent des trucs sur les motos.
des tir-off qui s'en vont, qui bloquent des entrées d'air, de frein, de moteur, ça peut serrer. Enfin, et puis vraiment, il faut que les pilotes arrêtent de pleurnicher à chaque fois qu'il y a quelque chose en fait. Enfin, s'ils en sont réduits à ça pour ébranler quelqu'un, enfin, généralement les mecs, il faut qu'ils changent de métier. Enfin, je trouve ça pourri en fait, comme attitude de certains pilotes. Et après, je trouve que par contre, la direction de course aurait dû dire de suite sortir en drapeau noir. Non, il faut s'arrêter et tu remets ta combinaison, tu repars, mais tu peux pas rester 3 tours en course. Ah bah non. Ah mais non, mais ça c'est enfin. Mais c'est pour l'intégrité physique que du pilote et pas des autres, parce que s'il se gaufre, c'est surtout lui qui va avoir mal. Oui, bah, bien sûr. Moi, heureusement que ça s'est un petit peu apaisé aujourd'hui, puisque surtout Quartararo a effectivement admis que ce qui s'était passé en course, ça méritait le drapeau noir. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que la direction de course, c'est les premiers à dégainer des secondes de pénalité quand tu vas dans le vert. La semaine dernière au Mugello, je te déclasse machin, je te reclasse bidule, et puis puis du coup bah non. Enfin alors ça juge de ligne au tennis, c'est champion du monde, mais par contre quand t'as un mec qui finit torse nu, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Même les il bronze. Ouais, même les commentateurs de la Dorna, donc ils ont dit je suis pas sûr que ce soit autorisé par le règlement. Hein. Il y en a pas un qui va sortir le règlement, le PDF, ou qui doit l'avoir. Enfin, ils doivent tous l'avoir sous les yeux, quoi, et dire putain, qu'est-ce qu'il y a putain, c'est pas possible. Les gars, ils sont. Comme officiel, tu dois connaître les règlements assez par cœur. Sinon... Alors, c'est soit tu le connais par cœur, soit au moins tu sais qu'il y a un chapitre qui parle de la sécurité et tu vas et des équipements de sécurité, et tu vas direct le lire. Et si tu vois que t'as un problème, et que en plus la Dorna a montré les images où il perd sa protection pectorale. Enfin, c'est bon quoi. À partir du moment où il a plus de protection pectorale, le gars ne peut plus être en piste. Enfin, ça c'est surtout, la base. Même sans ça. Quand t'es torse nu, tu tombes. Et puis après, après de toute façon, c'est la continuité, c'est-à-dire la combi, elle s'ouvre, il continue de rouler. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'inconscience aussi de sa part, mais la direction de course elle n'a pas à hésiter. Elle a pas hésité. Enfin, moi, les deux mondes que je vois, c'est que ça hésite pas à sortir des pénalités à la con pour 3 secondes. Qui sont entre guillemets pas dangereuses, et là quand ils voient un pilote en piste comme ça, les mecs ils percutent pas quoi, et franchement ils sont pas à la hauteur de leur responsabilité quoi. Ouais. Enfin c'est je suis d'accord, tu prends un long lap parce que tu gares ta moto au mauvais endroit quand tu fais un flag to flag, et alors là pendant 3 tours t'as les épaules à l'air et t'as rien. Bah ouais, parce que même là 3 secondes c'est rien en fait. Mais bien sûr, parce qu'il a quand même fini la course, il marque quand même des points, il assure quand même sa première place au championnat. Bah ouais. C'est un drapeau noir par contre, c'est moins 25 points. Un drapeau noir, il aurait perdu les points qu'il a marqués sur cette course forcément. Donc voilà. Et puis ça aurait reclassé d'autres pilotes. Ça c'est évident, mais enfin les fautifs dans l'histoire, c'est la direction de course qui est, enfin. Ils ont à minima les mêmes images que nous, et ils ont en plus, tu vois, le inboard, donc la caméra qui est au niveau du guidon de Quartararo, enfin qu'on a vu en fin de course parce que la réalisation l'a montré. Eux, ils y ont accès tout le temps. Nous, on n'y a pas accès. Le inboard que t'as de Quartararo, c'est soit l'avant, soit l'arrière, mais t'as pas son inboard sur le flux MotoGP. Et c'est incroyable. Après, incroyable. Ils avaient qu'à dire à la fin de la course, bah non, t'es déclassé. Bah oui. Alors moi, ce qui m'a gêné aussi un petit peu, mais qui au final ça se tient, que effectivement que des pilotes et des teams après aillent voir la direction de course pour souligner un problème. Enfin une irrégularité, puisque là c'est effectivement le cas, puisqu'il avait plus sa protection complète. Mais moi je ne comprends même pas que la direction de course ait besoin des autres teams et des autres pilotes, pour leur dire les gars, putain, mais vous faites quoi on va où? Ouais. Moi je trouve ça assez pourri en fait, après les réactions des autres. Ça fait quoi à Joe Admire en fait?
Parce que bon, c'est lui qui a commencé à dégainer. Ouais, bah ça fait quoi? Enfin. Non, mais en vrai, ça lui fait quoi? Est-ce que lui, il a été en danger? Bah franchement, je pense que si tu prends un plastron à 300 bornes sur le casque, à mon avis, ça a de quoi te surprendre. Hein. Après, bon, il y a Miller qui a acheté une selle il y a pas si longtemps et on lui a rien dit. Mais ouais, c'est des choses. Bah, un tir-off mal placé, tu bloques l'entrée d'air sur le moteur, tu mets de l'huile partout, et t'as les mecs derrière ils peuvent tomber, donc c'est pareil. Ouais, mais c'est qu'un tir-off. Mais de l'huile. Dans ces cas-là, tu mets plus de tir-off alors sur tes casques. Bah. Non, mais si tu pousses à l'extrême ce genre de comportement, tu peux dire bah voilà, alors du coup les mecs. Le coup de l'huile, ils hésitent pas à sortir des drapeaux noirs. Hein. Si t'es derrière un coup d'huile. Tu parles de suite. Ah bah oui. Même si le drapeau noir est plus glissante et sortie, non, quand t'as l'huile sur les roues, c'est bon. Ah ouais, ça c'est sûr. Bah ouais. Après, tu vois, j'aime pas ce genre de comportement après pleurnicheur d'autres, juste pour dire il faut qu'il perde ses points, machin, il aurait dû. Ça m'énerve ce genre de truc. Je trouve tu vois, c'est un peu comme les mecs qui prennent les roues, c'est pas sport. Ouais, effectivement, je te rejoins dans le sens où c'est chiant, mais il ne devrait pas avoir à arriver à ces extrémités. C'est-à-dire, il devrait y avoir une direction de course, des commissaires de course qui maîtrisent leur périmètre et qui ne font pas des erreurs aussi flagrantes que ça, quoi. Parce que ça ne doit pas arriver, quoi. C'est trop flagrant, c'est trop dangereux. C'est pas possible. C'est comme ce qui s'est passé avec. Enfin, moi, ça m'est revenu assez directement quand Marquez avait calé en grille en Argentine, qu'il a redémarré à la poussette, qu'il est revu se placer en grille. Mais jamais de la vie, il doit finir le premier tour. On doit directement lui sortir le drapeau noir, mais directement. C'est-à-dire qu'il y ait une erreur par les commissaires de grille. En continuant la procédure de départ, sauf si le starter dit moi je lance pas la course parce que y a ça. Mais si la course elle part et que le mec il a pu faire ça, faut directement le sortir. Enfin, il y a pas de discussion possible. Et la direction de course depuis plusieurs années, je trouve que ça dérive. Et ça règle pas les bons problèmes. Alors, est-ce qu'on peut dire aussi ça à tête du client, si c'est Savadori qui fait ça, peut-être que lui il est plus pénalisé que Quartararo ou Marquez. Je sais pas, mais on devrait pas. Mais si tu veux, tu ne devrais pas avoir de doute permis. Si tu veux, tu devrais pas être dans des zones, à la limite que tu sois dans des zones de flou technique, parce que ça c'est pas tout à fait écrit et t'interprètes ça, d'accord, ça je veux bien. Mais en piste, sur des critères de sécurité comme ça, quelque chose qui te saute aux yeux et qui saute aux yeux de tout le monde, il ne doit pas y avoir de doute. Si tu commences à avoir des doutes sur des choses évidentes, alors là, dès que tu es dans les zones des gris, c'est fini, quoi. Faut pas prendre une guêpe, parce que là, tu vas la sentir passer. Bien sûr. Attends, un truc évident, quand tu dis, un pilote, il doit avoir ça, s'il n'y a pas ça, il y a problème. Le mec, il l'enlève et il dit, on fait quoi? Putain, t'es con ou t'es con? Quand je regardais la course, je me disais quand même, ils vont sortir le drapeau noir. Non. 2 tours, ils vont sortir le drapeau noir. Non, dernier tour, ils ont pas sorti le drapeau noir. Il finit, c'était quand même incroyable. Ouais. C'est incroyable d'en arriver là. Mais après, tant mieux pour lui. Hein. Quand tu pilotes comme il a piloté sur les 3 derniers tours avec la fermeture éclair au nombril. Là, s'il y a une chute, mais alors ça va, c'est un pilote qui chute assez peu quand même. Mais t'es quand même en bagarre avec Miller, tu peux chuter quand t'es en lutte. Bien sûr. Et puis ça l'a pas spécialement freiné. Ça l'a gêné quand même, mais ça l'a pas. Ça l'a pas traumatisé. Il a pas perdu 3 secondes au tour, quoi. Et il a pas perdu son sang-froid quand même. Ouais. Non, tu le vois, il maîtrise, quoi. C'est pas Vignales avec Marquez qui monte le point parce que dans sa roue, tu vois. Maintenant, tu vois qu'il essaie de remonter, puis il voit que ça peut pas, alors il dit je continue ma course. Ouais, c'est vrai. Ouais, bon. Ouais. Mais sinon, c'était quand même. J'ai jamais vu ça. Non, c'est inédit. Quand je regarde les mots. Ouais. C'est inédit. Moi, j'avais jamais vu ça. On espère ne pas le revoir. Après, on a terminé pour ce Grand Prix quand même. Ouais. Prochain Grand Prix, donc le week-end du 20 juin.
en Allemagne, ouais, au Sachsenring. On va voir ce que ça va donner. Et puis après, ça va enchaîner assez vite jusqu'à Assen, puisque ce sera la semaine suivante. Et après, une petite pause estivale. Une grande pause au mois de juillet, ouais. Parce qu'il n'y a pas une seule course. Puisqu'ils ont annulé la Finlande. Donc, ça. Par contre, il y aura plein de superbikes. Donc, ça, c'est cool. Ça va être cool. Ça va être cool. Bon, Stéphane, on se dit à très bientôt. On se dit à bientôt, merci à tous. Eh ben merci à tous, ouais, comme tu l'as dit. Puis on se retrouve sur le Discord, bon, pour ceux qui veulent évidemment discuter sur les courses, sur tout ça. Également sur Twitter, donc @CQEP_pod. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez participer à l'épisode 93 qu'on va enregistrer. Je pense qu'on va essayer de s'y mettre cet été. Ce serait sympa, ouais, pour pouvoir sortir un petit épisode sur Marc Marquez. Notamment, au Sachsenring, en général, il est plutôt bon. Donc on va voir si, malgré les pépins physiques, c'est plus performant que sur ces derniers GP. Voilà, on verra bien. Bon allez, salut à tous, ciao ciao. Ciao ciao tout le monde.